Salut à tous, nouvelle vidéo hors série, cette fois-ci on va parler de The Defenders, la dernière série Marvel Netflix en date, qui réunit les castings de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. La série est sortie le 18 août, Drew Goddard est directeur exécutif, tandis que Douglas Petrie et Marco Ramirez sont showrunners. Cette saison 1 compte 8 épisodes d'environ 1 heure. N'ayant aucune patience, j'ai fini la saison en une soirée, et là tu regardes la date d'aujourd'hui et tu te dis « Il en a mis du temps à sortir cette vidéo, ouais ». Eh bien j'ai envie de te dire que si tu suivrais un peu mes réseaux sociaux, tu aurais été au courant que j'étais en vacances pendant une semaine en fin août. Bref, j'ai vraiment adoré, l'intrigue est construite parfaitement, les événements s'enchaînent doucement mais sûrement, la rencontre entre les 4 Defenders est super bien ficelée, d'ailleurs la scène de combat où ils s'en rencontrent tous les 4 est un putain d'hommage, de clin d'œil à ce que propose la série Daredevil à chaque saison dans ses premiers épisodes. Franchement, c'est sûrement la meilleure série Marvel Netflix avec la saison 2 de Daredevil. Le mélange des univers des 4 autres séries s'emboîte très bien ensemble, c'est vraiment plaisant de voir que malgré un casting géant, ils ont réussi à apporter une certaine symbiose. Ça se voit qu'ils ont adoré faire cette série. La réalisation, la production, toute l'équipe derrière la série ont fait un taf colossal. Le rendu est magnifique, la qualité de la grande majorité des dialogues, la qualité de l'image, des rares effets spéciaux, c'est limite un film de 8 heures. Il y a vraiment une vision très réaliste malgré qu'il y ait un peu de fantastique, mais c'est léger et efficace, on est vraiment plongé dans l'histoire. J'irai pas jusqu'à dire que la série est parfaite, mais elle nous donne largement ce qu'on pouvait attendre d'elle. Je suis obligé de faire la comparaison avec les épisodes caméo des séries DC Comics de chez CW qui avaient regroupé les séries Arrow, Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl. C'était cool aussi, mais malgré la bonne dynamique de ces épisodes caméo, faut avouer qu'ils souffraient des défauts habituels des 4 séries DC. Des dialogues à chier, prévisibles à l'avance avec 15 ans de retard, tout comme la plupart des décisions, dénouements et autres situations un peu what the fuck. Bon, c'est sûr que c'est sûrement pas les mêmes budgets, mais c'est vraiment pas une excuse, je trouve. Ces séries ont vraiment un format amour, gloire et beauté, et perso ça me gave à un point inimaginable. Je regarde Arrow depuis le début, et je me demande même parfois pourquoi je continue. J'ai suivi également Flash jusqu'à la récente saison 3, mais je pense que la saison 4 ça sera sans moi. Vu la fin dégueulasse et nulle qu'ils ont osé nous vomir au visage, je vais m'arrêter là. Je devrais peut-être faire une vidéo critique, histoire de déverser ma haine une bonne fois pour toutes à ce sujet. En tout cas, bonne chance à ceux qui comptent reprendre une bonne dose de chiasse avec Flash à la rentrée. Enfin bref, revenons à nos Defenders. Comme à mon habitude avec ce format de vidéo, je vais aborder les points que j'ai jugés comme étant les plus importants. Le but étant comme d'habitude de faire une synthèse, une analyse, une critique, des théories, etc. jusqu'à une conclusion en fin de vidéo. Le Punisher est totalement absent de la série et je vous avoue que ça m'a pas mal déçu. Dans les dernières semaines avant la sortie, il y avait eu un trailer qui montrait une scène où on le voit marcher avec une armure ultra badass avec le fameux crâne là, avec une petite phrase en voix off qui disait en gros « On dirait que j'arrive à temps » dans une bande-annonce de The Defenders, pas un teaser de la série Punisher. Donc ayant vu ça, je me suis mis en tête qu'on allait forcément le voir, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes sur le dernier épisode, en mode il arrive, débloquer une situation un peu compliquée qui aurait impliqué des personnages autres que les Defenders. Pour vous donner un exemple, le moment où Claire et Colin vont poser le C4 et que Bakuto débarque pour les en empêcher, j'aurais bien vu le Punisher débarquer à ce moment-là en fait. À chaque fois qu'on voyait Karen Page avec un téléphone, je me disais c'est bon, elle va le contacter, c'est bon. Mais non, c'est pas du tout grave en fait, la série n'avait pas forcément besoin de nous mettre le Punisher, mais je suis persuadé que ça aurait été encore meilleur avec lui. Finalement, après le générique de fin du dernier épisode, on a le droit au premier teaser officiel de la série The Punisher. C'était sympa, on va pas se le cacher, mais à la limite, ils auraient pu juste mettre le teaser en ligne le lendemain de la sortie de la série, et réserver cette scène post-générique pour quelque chose de plus concret, une discussion avec lui et Karen Page par exemple, ou quelque chose en rapport avec les 4 autres séries Marvel, un truc inattendu quoi. La série The Punisher, on le sait depuis le début qu'on va la voir. Donc voilà, j'ai bien aimé ce teaser mais je m'attendais à mieux, et puis surtout j'aurais aimé voir le Punisher apparaître. En tout cas, vivement sa série. Le mec est un mélange de Terminator et Nick Fury en mode ninja immortel. Un sacré combo qui fait de Stick pour moi l'un des meilleurs personnages de cette série. Il est toujours imprévisible et fidèle à lui-même. Avec un pote, on a eu un fou rire en repensant à la scène où il s'échappe de l'endroit où Alexandra le tenait prisonnier. Le mec est attaché, aveugle, désarmé, et il arrive tout de même, en restant attaché à un poteau, à éloigner ses ennemis, leur prendre un katana, se couper la main et lâcher un sprint à la Usain Bolt. Franchement, je pense pas que cette scène avait un but humoristique. C'est à la limite du ridicule et what the fuck en même temps, mais ça passe tellement crème.
c'est incroyable quoi. Bon, à part ça, le fait qu'il soit un peu un espèce de Nick Fury, j'ai grave apprécié, même s'il s'y prend très mal avec Jessica au début, il arrive facilement à convaincre Iron Fist, qui lui-même finit par convaincre Luke Cage. Stick emploie des méthodes très drastiques, peu conventionnelles, mais c'est parce qu'il sait à quel point la main est dangereuse et qu'il ne faut montrer aucune pitié envers eux. Les Defenders mettent d'ailleurs du temps à comprendre cet aspect. Après s'être battu jusqu'au bout tel Schwarzy dans Terminator 2, Stick finit par mourir tué par Elektra, ce qui finit malgré tout par souder encore plus la relation entre les Defenders. J'ai trouvé ça vachement bien amené, je suis pas mal dégoûté de sa mort, mais elle est loin d'être inutile et gratuite. Quasiment chacune de ses prises de parole est une punchline, le charisme est au rendez-vous, Stick est un très bon personnage, RIP. Je vais être franc avec vous, j'ai regardé que le premier épisode de Jessica Jones. Du coup, je la connaissais pas plus que ça, j'étais au courant que Luke Cage était introduit dans sa série, que par manipulation du méchant, les deux se sont battus. J'ai cru aussi comprendre qu'ils ont eu une espèce de relation, mais voilà, j'en savais pas plus. En regardant The Defender, je me suis quand même dit que ce serait cool que je fasse l'effort de regarder la série. Je sais pas quand encore, mais ça va arriver. Mais je pense pas que ça changera vraiment mon avis sur le perso que je trouve relativement inintéressant. Une femme détective alcoolique, qui possède des pouvoirs de malade, mais qui les déteste, qui ne veut pas s'en servir. Ça m'enchante pas. Surtout lorsqu'on connaît les pouvoirs qu'elle a dans les comics en tout cas, elle a une force surhumaine, non quantifiable, une grande résistance physique, et la capacité de voler. Je comprends que ça peut paraître intéressant en mode elle est badass, elle a des pouvoirs de ouf, mais elle en a horreur. Du coup, le fait qu'elle finisse par s'en servir pour débloquer telle situation, sauver des gens, etc., je peux concevoir que ça soit cool, mais franchement c'est du vu et du revu. La seule différence, c'est que c'est une femme quoi. Et je trouve ça hyper dévalorisant, sans compter le fait qu'elle est sûrement l'un des 4 Defenders qui est le moins traité, je trouve. On n'en apprend pas plus que ça sur elle, c'est une détective, elle fait tout ça pour rendre justice à une famille, pour conclure son enquête et salut au revoir. Du coup on se retrouve avec une Jessica qui fait vraiment assistante je trouve. Elle a pas de réel face à face avec quelqu'un, elle a pas de vrai dialogue bien badass qui fait qu'on la considère comme un Defenders vraiment important. Pour donner un exemple, le moment où elle part enquêter avec Matt Murdock, chez la famille du mec qui voulait faire péter l'immeuble Midland Circle, bah c'est clairement pas elle qui trouve les plans cachés dans le piano. Elle aide Matt parce qu'il est aveugle et que du coup elle peut lui décrire les plans, mais n'importe qui d'autre aurait pu faire la même chose quoi. Mis à part ça, j'ai bien aimé ses phrases humoristiques qui se couplent bien avec Luke Cage. Son alcoolisme assumé est bien drôle, la scène dans le métro quoi. Tout ça plus le fait que le méchant de sa série a l'air sympa, bah ça me donne en effet envie de regarder. Malheureusement, j'ai pas trouvé qu'elle apportait vraiment un plus à The Defenders, si ce n'est le fait d'être présente. Elle a pas ce truc en plus qui la différencie des autres, sa façon de se battre ressemble terriblement à Luke Cage par exemple. En gros, elle m'a pas surpris quoi. Luke Cage est selon moi le Defenders le plus fidèle à lui-même, là où d'autres personnages changent un peu leur comportement ou habitude, voire conviction, pour servir le scénario de la série. L'univers de Luke Cage en plus du personnage se fond parfaitement dans la série. Sa relation avec Iron Fist est plutôt bien amenée et bien traitée, même s'ils ne finissent pas vraiment par devenir de vrais potes comme ils peuvent l'être dans les comics, mais dans les futures saisons 2 des séries respectives, on peut s'attendre à un grand avancement dans leur amitié. Je trouve d'ailleurs que les seules scènes vraiment bonnes d'Iron Fist sont majoritairement celles avec Luke Cage. C'est assez marrant quand on sait que dans les comics c'est la licence d'Iron Fist qui relève et redonne une jeunesse à celle de Luke Cage. J'aime bien sa relation avec Claire malgré le fait que de base j'ai du mal avec ce personnage depuis qu'elle est devenue le noyau central, la liaison entre les Defenders. Les mecs ils se sont dit comment on va bien pouvoir réunir tout ce beau monde? Claire Temple? Ok, on se fait pas chier les gars, Claire connaît les Defenders et va les lier au fur et à mesure, c'est bon, salut, bonsoir. Et aussi cette histoire de prendre potentiellement un café avec Jessica Jones, bah ça me gêne un peu dans le sens où ça va forcément se produire rapidement à la saison 2 de Jessica, certainement par exemple. Malgré toutes ces bonnes scènes, Luke Cage est un peu comme Jessica, ils sont là mais n'ont pas de réel gros impact dans la trame de la série, au contraire de Daredevil et Iron Fist qui eux sont directement concernés par la main. Luke Cage et Jessica servent à la série mais ne l'impactent pas spécialement. J'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment un gros argument pour en faire une grosse bad critique? Pas forcément. Est-ce que Captain America avait un lien direct avec Ultron dans Avengers? Pareil pour Spider-Man et Ant-Man dans Civil War, donc voilà, argument 0 sur 20. Le coup du bras coupé de Mystic Knight s'était téléphoné que ça finirait par arriver à un moment donné, donc ça m'a pas vraiment déplu. J'aurais par contre bien aimé voir rien que le concept de son futur bras mécanique. C'est assez affreux, mais j'ai pas grand chose à dire de plus sur Luke Cage. Il a clairement sa place dans The Defenders, il arrive très bien à faire redescendre la pression quand Daredevil ou Iron Fist partent un peu en couille. C'est aussi lui qui essaie de retenir Jessica au resto. Malgré les choses incroyables qui se passent autour de lui, il garde les pieds sur terre et c'est ce qui fait que beaucoup de gens ont vraiment apprécié Luke Cage, je pense. J'ai hâte de voir la suite de ses aventures.
Alors là, on rentre sur un sujet qui fâche tout le monde, je pense. Iron Fist est tout simplement la série Marvel Netflix la plus décevante, son personnage principal étant une purge. Le fait que The Defenders ait été tourné peu de temps après la série Iron Fist, et ils ont pas eu forcément les retours concernant Danny. Du coup, on se retrouve avec les mêmes problèmes d'Iron Fist dans The Defenders. Danny est comme le décrit la main, un gamin perdu qui est toujours en quête pour venger, retrouver ses parents. Il a la science infuse, il est tout bonnement insupportable dans la grande majorité du temps, et c'est hyper dommage, sans compter le fait que Netflix Marvel a décidé de brider complètement le personnage. Le mec fait briller son chi sur une seule main alors que normalement on utilise son chi sur ses deux mains. Que ce soit dans sa propre série ou dans The Defenders, Iron Fist est toujours en difficulté, toujours en constante remise en question, toujours perdu, à ne pas être sûr à 100% de ce qu'il doit faire. Et ça, ça me saoule au plus haut point. Les seuls moments où j'ai apprécié Danny, en dehors des scènes avec Luke Cage, c'est quand il prend enfin de la confiance au moment de sa rencontre avec tous les autres Defenders, du bâtiment de Mindle Circle au Resto Jap. On sent que Danny a confiance en lui, qu'il est vraiment enthousiasmé à l'idée d'avoir des alliés pour combattre la main, mais c'est gâché par son incompréhension quand Daredevil et les autres pensent qu'il est préférable qu'il soit mis de côté. Beaucoup critiquent l'acteur lui-même, mais perso je pense pas que ce soit lui le problème, c'est plus le manque de qualité de ses dialogues et dans la cohérence de son comportement que ça pose problème. L'acteur lui il joue ce qu'on lui demande de jouer, point barre. Je pense pas qu'il a encore assez d'emprise sur le rôle pour vraiment décider de la direction que peut prendre son personnage. Je pense au contraire que Fusion joue bien, son personnage est simplement hyper bridé et limité dans ses capacités. D'ailleurs la seule bonne scène d'Iron Fist qui respecte vraiment le personnage, c'est la vidéo de 1948 où l'on voit l'ancien Iron Fist défendre Kunlun. J'ai franchement aucune idée du pourquoi de cette décision de faire de Danny Rand sûrement le moins bon des Iron Fist, c'est un mystère total. Est-ce qu'ils veulent vraiment apporter une grosse évolution au personnage avant de lui donner ses pleines capacités, ou c'est tout simplement une question de budget par rapport aux effets spéciaux? Seul le temps nous le dira. En tout cas c'est vraiment dommage, il y a un tel potentiel à exploiter sur ce personnage. Vu la scène finale de The Defenders, on a le droit de se dire que peut-être le fait de reprendre le flambeau de Daredevil va le rendre plus intéressant et moins ennuyeux. Je viens de me remater le générique d'Iron Fist et c'est affligeant à quel point ce dernier propose des postures et des mouvements de combat folles que même le personnage dans la série ne fait pas du tout. Beaucoup de personnes le disent, The Defenders est un peu une saison 3 de Daredevil. Bon, oui et non. Même si avec Iron Fist ce sont les deux persos principaux du groupe The Defenders, ça en fait pas pour autant une pseudo saison 3 de Daredevil ou une saison 2 d'Iron Fist à mon sens. L'intrigue prenant la main comme ennemi principal, c'est normal que les deux soient plus concernés que Jessica et Luke. On retrouve donc un Matt Murdock qui semble avoir pris sa retraite en tant que Daredevil suite à la mort de sa tendre aimée Elektra. J'ai trouvé cet aspect très intéressant mais vite rattrapé par la menace de la main qui finit malheureusement pour lui par le rattraper et le fait remettre son costume de diable d'Hell's Kitchen. En même temps, c'est pas tous les jours que ta petite amie récemment morte revient à la vie dans le camp des méchants. Cette confrontation Elektra versus Daredevil était une étape que Marvel allait forcément prendre, et c'est cool que ça se passe dans The Defenders. Comme ça, on est sûr de pas se retaper cette intrigue dans la saison 3. Non pas que j'apprécie pas cette relation, au contraire, elle est plutôt bien amenée, mis à part certaines choses qui m'ont pas du tout convaincu, comme par exemple leur affrontement final, où ils finissent par arrêter de se battre, voyant qu'ils sont condamnés à mourir tous les deux, et s'embrassent. Sérieux, il y a 2 secondes, elle était prête à le tuer, et d'un coup, elle reprend conscience que Matt est l'amour de sa vie. C'est plus une femme indécise, c'est une vieille folle tout bonnement. Même si la scène est belle visuellement et qu'on ressent la gravité de la situation, la manière d'arriver à ce plan, c'est une putain de facilité que je peux pas m'empêcher de dénoncer. Globalement, Daredevil est lui aussi fidèle à ce qu'il est dans sa propre série. Charlie Cox interprète toujours parfaitement son rôle, malgré le fait qu'il renonce plutôt facilement, le fait de garder son identité secrète auprès de Luke et Danny et peut-être 2 ou 3 décisions qui semblent ne pas trop lui ressembler. Dans l'ensemble, le personnage est très bien respecté. Le moment où il essaye de faire cracher le morceau à Sowand avec son bâton, c'est du Daredevil tout craché. À ce niveau-là, on est tous contents. J'aimerais revenir sur la dernière scène où l'on découvre un Matt Murdock extrêmement blessé, mais vivant. Dans ce qui semble être un couvent, après avoir passé 10 minutes à nous faire chialer sur sa mort, la série nous fait redescendre et nous tease la fameuse saison 3. Je sais pas vous, mais moi j'aurais bien vu cette scène en post-générique à la place du teaser de The Punisher. Trouvez Maggie, dites-lui qu'il est réveillé. C'est ce que dit la nonne, restée auprès de Matt. Alors qui est cette Maggie? Je vais vous le dire, puisque quoi qu'il arrive, la majorité d'entre vous ont déjà tapé sur internet pour le savoir, ou alors vous vous apprêtiez à le faire une fois la vidéo terminée. Alors Maggie serait très certainement Margaret Murdock, la mère de Matt. On a en droit de se dire que la saison 3 de Daredevil commencera avec cette intrigue autour de Matt et sa mère qui est une nonne. Mais ce n'est pas la chose qui m'a le plus intrigué dans cette scène finale. La grosse question que je me suis posée, c'est est-ce que Elektra est en vie aussi? Logiquement, ils ont été ensevelis en même temps, côte à côte, et si Matt a survécu, pourquoi pas Elektra également?
tranquillement. Perso, je pense qu'elle s'est même réveillée avant lui dans le couvent, et que pour X raisons, elle aurait préféré fuir les lieux et laisser Matt reprendre des forces tranquillement. Une autre question que je me pose, c'est comment Matt a été repêché sous les débris de Midland Circle, pour être ensuite amené dans le couvent où exerce sa mère. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sauvé par des pompiers et emmené à l'hôpital tout simplement? Vous allez me dire, bah s'il aurait été sauvé par des pompiers, il aurait été démasqué. Et je suis entièrement d'accord, mais vu les circonstances, ça aurait été logique. Du coup, ça me fait penser que ce sauvetage ne vient pas d'une personne lambda. Pour moi, c'est forcément quelqu'un qui connaît bien Matt et son secret. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait ça pour le protéger, lui et son identité. Il n'y a que 3 possibilités. Soit c'est Elektra qui se serait réveillée après que le bâtiment se soit effondré et aurait amené Matt à ce fameux couvent. Soit c'est le Punisher, par on ne sait quel miracle, ou alors c'est un personnage dont on ne connaît même pas encore l'existence et qui sera introduit dans la saison 3 de Daredevil. Le tournage est prévu pour le mois d'octobre, donc on aura certainement un début de réponse dans le trailer qui sortira en début 2018. Je sais pas vraiment quoi penser de ce personnage, il a été créé spécialement pour cette série. Alexandra n'existe pas dans les comics. Dès le début, on comprend bien son but. Elle est ce qui semble être le leader de la main, un leader très critiqué au sein des autres membres de la main. Et j'ai pas vraiment apprécié cet aspect du personnage. On sait qu'elle vit depuis des siècles, qu'elle a toujours su maintenir la main à flot. Du coup, elle est censée avoir une expérience hors du commun et être hyper intelligente. Comment est-ce qu'un être de cette envergure a pu reposer toutes ses ressources dans une personne qui est potentiellement hostile envers la main? Alors oui, ça se voit qu'elle avait pas prévu le fait que l'amour soit plus fort que tout, mais c'est complètement illogique. Je veux dire, en des centaines d'années, elle n'a rien appris. Comment et pourquoi elle risquerait tout de façon si brutale? Et là où je trouve que c'est un peu con, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas utilisé ce qui restait pour se ressusciter elle-même, et basta, salut, au revoir. Et bien tout simplement parce que c'est le scénario de la série qui veut ça, quoi. J'en attendais quand même pas mal de Sigourney pour ce rôle, et même si je la trouve globalement convaincante, j'aurais aimé qu'elle soit beaucoup plus charismatique et puissante. Le seul moment où Alexandra m'a vraiment surpris, et où je me suis dit ah ouais, elle est badass là. C'est durant son discours où elle finit par se faire poignarder par Elektra. À ce moment-là, je me suis dit, tout ça, pour finir poignardée par derrière, par sa protégée? Sérieusement quoi. Ok, c'est surprenant, etc., tout ce que tu veux, mais merde, elle sert à rien au final. Son personnage aurait pu ne pas exister, Elektra aurait pu être ressuscitée par les autres membres de la main pour en faire leur leader pour capturer Iron Fist, ça aurait été pareil au final. Tous les membres de la main, en plus d'avoir des centaines d'années, ils ont également des pouvoirs, des capacités spéciales. Et Alexandra, non, que dalle. Elle fait quoi de violent? Elle fout une vieille claque à l'envers à la con à stick, c'est tout quoi. C'est dommage, je suis plutôt déçu par rapport à ce personnage, en espérant que pour la possible saison 2 de The Defenders, Marvel nous pondra un bien meilleur méchant. Après avoir été ressuscitée, elle est vouée à servir Alexandra, qui est à l'origine de sa seconde vie. Au début, on comprend bien qu'Elektra n'est plus celle qu'elle était dans son ancienne vie. Elle ne parle pas, ne ressent pas grand chose, et tout simplement une arme entraînée par Alexandra. Elle ne semble pas non plus se souvenir de sa vie passée, mais c'était sans compter sur la rencontre avec Matt Murdock qui la reconnaît et cherche à avoir des réponses. C'est un peu cliché et téléphoné, mais c'est bel et bien leur amour qui fait remonter à Elektra les souvenirs de sa vie précédente, et du coup son amour envers Matt. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi est-ce qu'elle continue à se battre du côté de la main alors? Tu meurs en te battant contre la main, t'es ressuscité par la main, mais t'as tout oublié. Et tu les prends pour tes sauveurs. En échange, tu te bats pour eux, tu tombes sur une personne très importante de ton ancienne vie, qui te fait te rappeler celle-ci. Tu sais que tu as été manipulé, et que tu es techniquement du côté des méchants, tandis que ton Matt Murdock, lui, est du côté des gentils. La suite logique, ça serait de trahir la main et rejoindre les Defenders pour tuer les 5 doigts de la main, non? Alors pourquoi est-ce qu'elle reprend, entre guillemets, le flambeau, le leadership d'Alexandra pour continuer l'œuvre de la main? C'est complètement con quand on y pense, non? Et son but dans tout ça, c'est quoi? C'est vraiment triste de voir qu'elle n'est finalement là que pour être le boss final de la série, sans vraie raison, sans réelle explication de pourquoi elle continue à vouloir empêcher les Defenders de sauver New York. Elle fait tout ça pourquoi? Se battre à mort contre son amour perdu pour lui rouler une grosse galoche avant de crever? Non, franchement ça partait bien, puis le twist où elle prend les rênes de la main, ça gâche absolument tout à mon sens. Enfin bref, j'en ai vraiment marre de dire du mal de cette série. Quand Elektra finit par retrouver la parole et la mémoire, c'est là qu'on commence vraiment à l'apprécier et à voir enfin le jeu d'acteur de notre belle française Elodie Yung, qui avait joué dans Banlieue 13 Ultimatum, parce que au-delà du non-sens de ses actes, c'est Elektra qu'on voit quoi, et moi j'aime bien Elektra, c'est un personnage vraiment badass, malheureusement gâché, mais c'était quand même appréciable par moments.
Je vous le dis tout de suite, j'adore ce personnage, Madame Gao quoi. Sa façon de parler, son gestuel, sa canne, sa capacité à nous surprendre, à nous faire dire mais c'est quoi cette vieille? Je trouve le personnage tellement mystérieux, tellement intéressant. C'est vraiment l'un des personnages les plus réussis de cet univers Marvel que Netflix nous propose depuis la première saison de Daredevil. Dans The Defenders, on en apprend encore un peu plus sur elle, on sait qu'elle est l'un des doigts de la main et qu'elle est certainement la plus fourbe et la plus manipulatrice. Elle arrive à cacher à Alexandra le fait qu'elle complote dans son dos avec les autres doigts de la main. Et elle survit à cette explosion du bâtiment de Midland Circle, donc elle sera forcément présente dans les suites, préparant un nouveau plan machiavélique. Est-ce qu'elle continuera à opérer en se proclamant leader de la main? Est-ce qu'elle continuera à suivre l'objectif mère de la main, qui est de retrouver leur capacité à être immortelle? Ou est-ce qu'elle se contentera de ses trafics d'héroïne, de sa vie de femme d'affaires et d'associer avec Wilson Fisk? J'ai vraiment hâte de la revoir, que ce soit dans Iron Fist ou dans Daredevil ou encore pourquoi pas dans la saison 2 de The Defenders. En tout cas, je tiens vraiment à saluer la performance de Wei Shin-ho sur ce personnage. C'est vraiment un sans faute, une interprétation parfaite. Étant donné qu'on peut dire qu'elle est l'héritière légitime de la main, j'aimerais beaucoup avoir des réponses par rapport aux ambitions et projets de la main. Parce qu'on aura beau me dire, bah la main elle cherche simplement à régner sur le monde, c'est quand même très léger comme ambition, comme but je trouve. Dans The Defenders, on sait que la main veut détruire New York. On a eu le droit à un petit tremblement de terre en début de série, mais c'est tout quoi. On sait pas vraiment ce qui déclenche ce tremblement de terre. On n'a aucune idée de la raison, du pourquoi, du comment. Il faut à tout prix que la main détruise New York. Je veux dire, on sait qu'ils veulent retrouver la capacité de vivre éternellement en utilisant l'Iron Fist, etc. Mais pourquoi est-ce que ça nécessite de détruire New York? Je rajoute encore un peu de sel, mais c'est vrai quoi. On a encore une espèce d'incohérence, de non-sens dans le scénario de la série, et c'est franchement dommage. J'ai pas l'impression qu'un jour on aura de vraies réponses à ces questions. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer qu'ils fassent moins d'erreurs pour la saison 2. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo Tron of Series sur Luke Cage. Hero for Hire est un comics regroupant à la base Iron Fist et Power Man aka Luke Cage. Le principe est simple, Hero for Hire est une sorte d'entreprise où les super-héros proposent leurs aides aux citoyens contre de l'argent. Bah ouais, c'est pas tous les super-héros qui ont également un vrai travail à côté, du coup ils ont fondé cette espèce d'entreprise pour faire gagner de l'argent à ceux qui en ont besoin. D'ailleurs je me souviens bien d'une séquence sur la série de Luke Cage où Claire y fait un peu référence. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Bah tout simplement parce que j'ai l'intime conviction que ça pourrait être le titre d'une des prochaines séries Marvel Netflix. Je vois bien les saisons 2 de Luke Cage et Iron Fist se transformer en Hero for Hire saison 1. Le peu de fois où on voit les deux combattre ensemble, ça rend hyper bien, on sent vraiment une belle complicité entre les deux, et je pense que ça ne pourra que relever le niveau d'Iron Fist, qui pour moi est vraiment la série Marvel Netflix la moins prenante. Bon ok, j'ai même pas fini Jessica Jones, mais je pense ne pas me tromper en ayant ce discours. Donc voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, est-ce que cette idée vous plaît? Dites-moi tout ça en commentaire. En faisant un peu de recherche, je suis tombé sur la liste des membres de Hero for Hire 4. Alors il y a Mystic Knight, Colin Ying, Black Widow, Elektra, le Faucon, Ghost Rider, Iron Fist, Moon Knight, le Punisher, Shang-Chi, Silver Blade et enfin Spider-Man. Franchement c'est une équipe digne de passer sur grand écran, vous trouvez pas? C'est sûrement une question que beaucoup se posent, est-ce que les membres de The Defenders seront présents dans le film Avengers Infinity War? Est-ce que les acteurs des séries Marvel Netflix ont été secrètement contactés par la maison mère pour participer à ce qui s'annonce comme étant le plus gros blockbuster de Marvel? J'aimerais beaucoup que ce soit le cas, même s'ils n'apparaissent que 2 minutes, ça serait tellement ouf. Et puis ça serait enfin une vraie reconnaissance par rapport aux séries TV qui depuis quelques années maintenant proposent quelque chose d'autant meilleur que ce que les gros films de cinéma proposent. On en a la preuve chaque année, des tonnes de grands acteurs et actrices du cinéma se laissent tenter par le petit écran qui n'est plus si petit maintenant. Je sais que c'est un peu fantaisiste et utopique d'espérer ça, mais comme on dit, l'espoir fait vivre. Malgré ses quelques défauts, The Defenders est une excellente série qui a su réunir 4 univers, 4 séries en une seule. Le résultat est globalement hyper satisfaisant et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution des séries Marvel Netflix jusqu'à nous proposer une deuxième saison de The Defenders. Je pense que la série ne peut que s'améliorer. Pourquoi pas changer ce générique qui n'est pas extraordinaire, j'ai presque envie de dire que celui d'Iron Fist est meilleur, mais bon ça aurait pu être pire. J'ai bien apprécié les plans rapides de plusieurs coins de New York qui servent de transition pas mal de fois durant la série. C'est un peu le seul truc qui est propre à cette série là, puisqu'on n'a pas eu ce genre de transition dans les autres séries. On peut dire que The Defenders conclut la phase 1 de l'univers Marvel en série TV, et que The Punisher va démarrer la phase 2, qui sera certainement conclue par une deuxième saison de The Defenders. Je trouve que les séries Marvel sont nettement plus proches de notre réalité que les films Marvel qui sont vraiment dans un esprit héroïque et surdimensionné, et c'est bien ce que l'on recherche en allant voir ces films. Mais j'ai toujours préféré les histoires se rapprochant beaucoup de notre quotidien, Breaking Bad étant pour moi un parfait exemple, avec également Dr House ou The Walking Dead, qui ont bien sûr le côté
côté fantastique et super-héros en moins. Je veux vraiment voir un max de débats dans les commentaires, dans le respect bien sûr. Chacun a son propre avis, sa propre vision et ses préférences. N'hésitez surtout pas à me remettre en question sur mes conclusions. J'ai pas la science infuse, et je suis loin d'être un expert dans les comics Marvel. Donc si vous avez un truc à dire, dites-le et je me ferai une joie d'en débattre. Partagez la vidéo à votre entourage qui a vu la série, lâchez le pouce bleu, le saint graal de la reconnaissance sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche si vous souhaitez recevoir une notif à chaque vidéo en ligne, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je fais des lives sur Twitch et j'ai également créé un serveur sur Discord. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine